Je vous présente tout de suite le prochain intervenant, M. Éric Martin, qui est enseignant en philosophie au École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Ses intérêts de recherche, notamment dans le champ de la gouvernance universitaire. Il présentera aujourd'hui les résultats de sa recherche sur la profession de professeur d'université. Merci. Alors, bonjour, donc je sais qu'on a 30 minutes environ, c'est ça? 20 pour on m'avait dit 30, mais bon, donc je vais faire 20. Donc, puisque je n'aurai pas le temps de finir, je vous dis d'avance ce que je veux dire in a nutshell, comme disent les Anglais. Alors, ce qu'on appelle l'université de classe mondiale, il faut creuser cette affaire. C'est très mauvais et ça entraîne des transformations importantes dans le recrutement des professeurs. Et donc, ça mérite d'être interrogé sérieusement. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, maintenant, je vais essayer de le déployer, mais je n'aurai pas le temps. Il y a plusieurs mots qui circulent. Les transformations des universités, c'est aussi des transformations d'abord dans la façon de nommer les choses. Comme George Orwell l'avait bien vu, la novlangue, c'est quelque chose d'important à étudier. Et donc, quand on parle, par exemple, d'économie du savoir, comme on l'a dit un peu hier, c'est une expression qui circule souvent sans qu'on la remette en question. Alors, il faut toujours remettre en question ces expressions. Alors, une des expressions qui est à la mode maintenant, à part l'économie du savoir, dont il faut sérieusement, sur laquelle il faut sérieusement se questionner, c'est l'expression d'université de classe mondiale, la World Class University, expression qui a été manufacturée, entre autres, par la Banque mondiale. Et donc, il faut essayer de creuser cette notion parce que c'est le paravent derrière lequel se cache l'université néolibérale. Et c'est toujours, comme l'avait vu Bill Readings dans le livre « Les ruines de l'université », c'est toujours sous le vocable de l'excellence que l'on cache les pires choses. Et donc, ce qu'on appelle l'université de classe mondiale, en fait, c'est la ruine de l'université. Comme on a vu tantôt en France, l'iceberg, c'est-à-dire les grandes universités capables de compétitionner à l'international qui ont 140 000, 160 000 étudiants, celles-là, elles seraient world class, puis les autres sont asséchées. Donc, je trouve que c'était très bien montré dans la présentation du collègue du Cinésup. Donc, mettre en doute cette expression de classe mondiale. Les gens eux-mêmes qui poussent cette expression, je pense notamment à Jamil Salmi et Philippe G. Altbach, des économistes consultants de la Banque mondiale, eux-mêmes admettent qu'il n'y a pas de définition claire de ce que c'est une université de classe mondiale. Donc, ils nous disent tous les pays en veulent une, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Mais ça n'empêche pas les gens de se précipiter pour en avoir une. Mais bon, on va voir qu'au fond, le flou derrière ça participe de la stratégie. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas tellement de savoir ce que c'est que d'essayer d'imiter ceux dont on dit qu'ils en ont une. Donc, et de développer une inventivité très grande, une autrement dit, think outside the box. C'est-à-dire qu'il faut rivaliser de moyens pour essayer d'être au top des classements. Et finalement, devenir au top du classement devient plus important que de s'interroger sur l'idée elle-même de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors que c'est ça qu'on devrait se demander. Est-ce qu'on doit vraiment essayer d'imiter ce modèle de classe mondiale? On peut quand même tracer des contours de cette affaire, même s'il n'y a pas de définition précise, parce qu'à d'autres moments dans leurs textes qui sont publiés par la Banque mondiale, vous tapez les noms de Salmi et Altbach, des World Class, vous allez trouver tout ça, ils nous disent quand même que ce qu'on considère comme une université de classe mondiale, c'est une université qui se catégorise parmi les 200 premières au monde et qui va donc être paradée devant les autres comme un modèle. Elle récolte en moyenne 751 000 $ par professeur en revenus entrants tout confondus. Elles ont au moins 12 étudiants par professeur de ratio, donc peu d'étudiants par professeur, engagent au moins 20 % du personnel à l'international, comme on l'a dit hier, obtiennent au moins 230 000 en financement de recherche par professeur, publient 43 % des articles avec au moins un auteur reconnu internationalement et recrute en moyenne 19 % d'étudiants étrangers. Donc, vous voyez que l'université de classe mondiale est international, autant dans les professeurs qu'elle recrute que dans la valorisation qu'elle fait de la mobilité. Et inversement, on ne peut pas penser, à mon sens, la question de la mobilité ni du recrutement en dehors d'une interrogation sur le mode de reproduction économique capitaliste néolibéral, parce que ça en est des manifestations directes. Donc, il faudrait faire davantage le lien, je pense, entre ces phénomènes. Donc, il y a un modèle normatif sous-jacent. Je vous cite ce que dit le Times Higher Education sur ce qu'est une université de classe mondiale. Alors, c'est eux qui parlent, c'est pas moi. J'ai traduit de l'anglais. D'abord, il vous faut beaucoup d'argent. Des ressources financières significatives sont essentielles pour payer les salaires requis pour attirer et retenir les professeurs de pointe et pour construire les installations physiques requises, laboratoire. Ensuite, fournir un environnement d'enseignement de proximité intensif où les étudiants peuvent véritablement interagir avec le personnel académique de pointe peut grandement aider. Finalement, et peut-être c'est cela le plus important, une université de classe mondiale doit être véritablement internationale, c'est encore la citation, elle doit être un aimant
magnet, je cite toujours, qui attire le personnel et les étudiants les plus talentueux de la planète, peu importe d'où ils viennent. L'université de classe mondiale doit rassembler des gens qui proviennent de différentes cultures et qui ont différents parcours afin qu'ils se confrontent à des défis globaux et partagés. Elle doit travailler et penser par-delà les frontières nationales. Alors, on est clairement dans ce que Milton Friedman appelait dans Capitalism and Freedom la dénationalisation de l'éducation. C'est à la fois son déracinement, mais aussi la fin de l'éducation comme un service public. C'est maintenant une université globalisée, pour reprendre une expression que j'ai utilisée dans mon travail à l'IRIS, une université globalisée qui se pense d'abord à partir de l'international et à partir du problem solving dans le domaine de l'innovation et qui, pour ça, veut recruter, peu importe les frontières, les gens les plus aptes à régler ces problèmes. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ouverture à l'autre ou quelque humanisme. On est vraiment dans une sorte d'opportunisme. Bon. Alors, si on cite, par exemple, Jamil Salmi, qui est un économiste marocain, qui a été coordonnateur du programme d'éducation supérieure de la Banque mondiale, il a publié en 2009 « The Challenge of Establishing World-Class Universities », il dit clairement « Un pays cherche à développer des universités de classe mondiale afin de développer la capacité de compétitionner dans le marché mondial de l'enseignement supérieur à travers l'acquisition, l'adaptation et la création de savoirs avancés. » Un savoir qui va bien sûr destiné à la valorisation, la commercialisation et les brevets, etc. Les étudiants, nous dit-il encore, cherchent à fréquenter la meilleure institution qu'ils puissent se payer sans égard à son ancrage national et les gouvernements, eux, cherchent des retours sur leur investissement dans les universités. Donc, tout le monde cherche au fond une université internationale et c'est là qu'il va falloir se poser la question, comment est-ce qu'on peut choisir dans quelle université on va placer, on va investir dans notre capital humain, pour reprendre l'expression de Christian Laval hier, d'où l'importance de la réputation et du prestige international. Or, on sait que c'est très difficile de mesurer le prestige, d'où les classements qui survalorisent, comme on l'a dit, les universités à l'anglo-américaine, donc le modèle néolibéral utilitaire. Par exemple, dans le Times Higher Education 2016-2017, la seule université non anglo-américaine, c'est l'École polytechnique fédérale de Zurich. Mais sinon, toutes les autres sont des universités. Donc, évidemment, pour reprendre l'expression du collègue hier, c'est la valorisation du modèle néolibéral. On n'est pas du tout dans la valorisation d'un modèle social-démocrate ou autre. Bon, voilà. Et tout ça participe d'un autre buzzword, d'ailleurs, qu'il faut questionner, l'internationalisation. Dans mon collège, quand on en parle, c'est toujours compris comme coopération internationale ou entraide. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous lisez, par exemple, l'OCDE à Jane Knight, etc., l'internationalisation, c'est clairement l'idée d'une exportation. Et d'ailleurs, le collègue l'a bien montré tantôt, c'est vu comme un produit d'exportation. On parle même d'enseignement supérieur transfrontalier à visée commerciale ou d'exportation des savoirs. C'est très clair. Bon. Grosso modo, pour terminer ce premier point, qu'est-ce que l'université World Class? Même si on nous dit qu'il n'y a pas de définition fixe, on voit quand même que derrière, c'est assez clair que la reconnaissance sera accordée aux universités qui produisent, comme le dit Salmi toujours, un maximum d'output en termes de diplômés en demande sur le marché du travail, donc de capital humain satisfaisant, et de recherche de pointe publiée dans les revues cotées et en production d'innovations scientifiques brevetables, commercialisables. Le fait d'ailleurs, comme je le disais, que le modèle soit flou contribue à ce mouvement en laissant à chacun le soin d'interpréter à la manière les meilleures stratégies pour atteindre le statut de World Class. Tout le monde veut avoir le label World Class. Chacun devient alors libre de rivaliser d'imagination pour obtenir la reconnaissance. Il faut, pour citer encore notre ami Guy Breton, que l'université se montre agile pour plier sa forme aux caprices des marchés. Voilà le premier point. Donc, l'université World Class, c'est la carotte que tout le monde veut atteindre et personne ne se demande si c'est une bonne chose, alors qu'évidemment, on voit que c'est très problématique parce que c'est explicitement marchand comme idée. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'avais cru voir dans l'appel de communication qu'il fallait parler des conditions de travail des professeurs, donc c'est peut-être moi qui ai halluciné ça, mais en tout cas, je vais ça là-dessus. Donc, évidemment, je vais me concentrer, autrement dit, sur la question du recrutement des professeurs. On a dit qu'il y a toutes sortes d'aspects, la recherche, la mobilité des étudiants étrangers. Je ne parlerai pas de ça. Je parle des professeurs. Il faut attirer, on appelle ça la concentration des talents. Donc, c'est l'expression qu'utilisent Altbach et Salmi. Donc, il faut attirer ce que les Chinois appellent « World Class Teaching Force ». Donc, on veut avoir des professeurs de classe mondiale. Toujours selon Salmi, les nouveaux talents que l'université de classe mondiale recrute vont soit augmenter la performance d'un département, soit aider à construire de nouveaux centres de recherche en augmentant à la fois l'attractivité et l'output de l'organisation à laquelle ils appartiennent. L'objectif de la concentration des talents est d'obtenir une masse critique, d'où par exemple les fusions et les commues en France, dont on a entendu parler tantôt. C'est un hasard, mais ce n'est pas un hasard en même temps, puisqu'au fond, on parle tous de la même chose. Bon, par exemple, en sciences, je cite toujours Salmi, il faut être à l'université où le plus de recherche de pointe est menée dans le laboratoire les mieux équipés par les scientifiques ayant le plus de visibilité. Fin de la citation.
L'insistance sur la reconnaissance dans le marché international et sur l'international prend le pas sur le recrutement maison ou national. Donc, le inbreeding prend des proportions assez grandes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir étudié dans l'université elle-même où le poste est affiché, ou même dans le pays. C'est-à-dire que c'est une dévalorisation des intellectuels organiques produits par la nation au profit de l'idée qu'il faut mesurer par des critères internationaux, au fond, la qualité. Donc, on sait que... excusez-moi, j'ai sauté un truc. Oui. Donc, on va défavoriser l'embauche des gens locaux et l'idée, c'est donc de créer ce grand marché mondial où circulent les professeurs, le marché mondial du recrutement, on pourrait dire. Et on sait que l'effet concret de ça, c'est un brain drain qui va du sud vers le nord. Hein. Bien sûr, il y a toujours idéologiquement l'idée que ça va s'équilibrer éventuellement, mais ce qu'on voit clairement, c'est que l'université largement anglo-américaine siphonne les intellectuels organiques des pays du Sud. Et on nous dit que certains vont retourner. Il y en a certains qui retournent, mais comme d'ailleurs le collègue d'Haïti le disait souvent, cette élite-là n'est pas capable de... Bon, vous en parliez hier. Donc brain drain du Sud vers le Nord. Ce n'est donc pas seulement les universités qui vont être de plus en plus classées dans un système à 2 vitesses. Hein, on le voit par exemple en Angleterre, vous avez parlé tantôt du Research Excellence Framework, on pourrait aussi ajouter le Teaching Excellence Framework qui est en train d'être mis en place, où on va classer les universités bronze, argent, or, et celles qui vont être classées or parce que produisant davantage d'employables, elles pourront augmenter les frais de scolarité encore davantage qu'ils sont actuellement. Donc, classement de système à 2 vitesses. Et d'ailleurs, il s'appelle, bijou de famille, hein, les plus grandes universités s'appellent Jewels of the Crown, donc les universités d'élite d'Angleterre. Le Russell Group, donc la pointe de l'iceberg s'appelle Jewels of the Crown, mais les autres, ils sont sous l'eau, hein, ils sèchent, effectivement. Et c'est des panels formés de gens de l'industrie qui vont déterminer qui est bronze et qui est or. Mais ce n'est pas seulement les universités qui vont subir ce classement, hein, c'est aussi les professeurs, c'est-à-dire que les professeurs vont eux-mêmes subir une sorte de catégorisation où la figure du professeur-chercheur classique est appelée à éclater. Et donc, on va avoir, comme le dit Musselin, des figures comme, par exemple, des gens qui ne font qu'enseigner, ce qui va être dévalorisé, et des gens qui ne deviendront que des chercheurs, ce qui va être davantage valorisé, et qui vont devoir souvent composer une grande partie de leurs revenus à partir de leurs propres recherches. Quand je vous cite Musselin, c'est à partir du volume numéro 1 du rapport de l'enseignement supérieur à l'horizon 2030 de l'OCDE. L'OCDE a produit une série de rapports, l'enseignement supérieur à l'horizon 2030, et dans le premier volume, il y a un chapitre particulier sur l'avenir de la profession enseignante d'ici 2030. Donc, on va faire éclater cette figure du professeur-chercheur. Un exemple de ce qui se passe, je prends l'exemple de l'université de Shanghai, Jiaotong, excusez-moi mon chinois là. Alors, cette université chinoise, disons comme ça c'est plus facile, est engagée depuis 1996 dans une restructuration majeure pour devenir de classe mondiale. Elle a changé ses procédures de recrutement. Donc, on obtient la permanence après 6 ans de mentorat et 2 évaluations par un comité international. Donc, c'est des comités internationaux qui évaluent les professeurs. Les promotions, les salaires sont évalués aux 3 ans par des indicateurs de performance. Il y a des professeurs en contrat qui ne font que de l'enseignement. Ceux qui font de la recherche doivent aller chercher de l'argent pour composer leur propre salaire, comme je le disais. Les salaires ont augmenté de 60 %, donc ça a l'air alléchant, mais ça vient avec toutes les transformations. Donc, l'université a triplé ses revenus de recherche aussi, leur objectif étant explicitement de reproduire le modèle nord-américain. Et d'ici 2018, le système des professeurs à contrat va disparaître. Donc, les membres du corps professoral qui ne correspondent pas au nouveau modèle du chercheur internationalement évaluable, visible, devront soit quitter l'université ou pourront être relocalisés dans des emplois non enseignants. Et dans les papiers, l'université valorise une culture d'innovation et la formation de citoyens globaux et compétents. Le nouveau professeur est un professeur de type spécial, international, dans sa conscience aussi bien que dans son travail. Bon. Ces changements menacent la liberté académique des professeurs puisque leur embauche et leur permanence sont de plus en plus mesurées à l'aune de critères de performance, eux-mêmes liés à l'émergence d'une compétitivité internationale en recherche. Dans certains cas, comme on le voit aux États-Unis ou là-bas, on parle carrément d'abolir la permanence pour maximiser la productivité et l'output. Donc, ce qui est un bon professeur n'est plus relié à sa capacité de transmettre une culture qui viendrait, par exemple, d'une civilisation ou d'une nation dans laquelle l'université serait située, mais c'est plutôt, suivant l'idée du fameux mode 2 of production of knowledge, hein, le mode 2, de produire une connaissance sur la base du problem solving, recherche qui va être évaluée, reconnue à partir du nouvel espace dénationalisé
transnationales, le même espace dans lequel évoluent les marchés, les multinationales et le capitalisme globalisé. Donc, c'est à partir de ce lieu qu'on va offrir la reconnaissance au travail des professeurs et non plus à partir du patrimoine scientifique ou de la culture. C'est d'abord à partir de l'aptitude. Donc, c'est vraiment le mode 2 pour parler comme Michael Gibbons et Camille Limoges, etc. Bon. Alors, l'OCDE nous dit dans les prochaines décennies que ce mouvement est appelé à s'intensifier, qu'on va appeler les universités et par conséquent les professeurs à être de plus en plus réactifs aux besoins économiques et à la concurrence. Et donc, la définition classique du professeur va changer, c'est-à-dire l'image de la personne qui fait de la recherche pour l'amour de la connaissance dans une discipline, dans un système d'éducation nationale et qui est d'abord jugé par ses pairs, doit être transformée. Donc, ce qu'on appelle le World Class Teacher dans la World Class University, dans le nouveau marché mondial qui veut la concentration des talents, ce nouveau marché de plus en plus internationalisé, d'où les fameuses revenus internationales, donc va avoir une nouvelle définition du professeur qui va estomper, dit Musselin, la différence entre l'universitaire et l'entrepreneur. Et ces deux figures sont appelées de plus en plus universitaires et entrepreneurs à se fusionner. Les critères d'excellence académique deviennent de nouveaux critères. Par exemple, en sciences et technologies, ce n'est pas d'être un grand physicien suivant la tradition de la physique, c'est plutôt de produire des innovations ou même encore mieux, développer sa propre entreprise spin-off, comme on dit en bon français. Donc, ce qu'on appelle un travail intellectuel pertinent n'a plus la même définition. Ce qui est pertinent, c'est d'avoir des retombées dans la technico-économie. La pression est très, très forte aussi de collaborer au rayonnement et au branding de l'organisation universitaire. Et donc, il faut participer en souriant aux différents projets de développement, d'expansion et de communication de l'organisation. Faire des vidéos de YouTube, etc., avec sa face, bon, etc. Bon. Et donc, ce qu'on appelait hier avec Pierre Dardot la corporation médiévale des maîtres, on n'est plus là du tout, et on n'est plus du tout dans l'université de Humboldt non plus. Nous sommes davantage dans la gouvernance, l'assurance qualité, l'évaluation, la surveillance même des professeurs, l'exigence de loyauté envers l'organisation, la performance, le contrôle. Bon. Donc, le professeur et le salarié d'entreprise se ressemblent de plus en plus. Le professeur devient une sorte d'employé qui doit produire, et on s'assure qu'il le fasse en le plaçant dans des conditions qui le forcent à la performance. Donc, nous avons aussi un changement dans le rythme intérieur de l'université, c'est-à-dire que l'université, auparavant, fonctionnait à partir d'un rythme et d'une temporalité qui lui était propre, comme je le disais hier, alors que maintenant, la temporalité qui est celle de la sphère des échanges envahit l'université, les besoins technico-économiques envahissent l'université et elle devient de plus en plus semblable à n'importe quelle organisation productive. D'ailleurs, moi, dans mon cégep, quand je reçois des emails de la direction, ils disent « notre organisation ». Ils disent jamais notre institution, c'est notre organisation. Et le service de budget des communications, je pense, c'est un budget d'1 million pour un cégep. En tout cas, vous voyez l'idée. Bon. Donc, Michel Freytag le disait bien, que peut-il advenir de la figure de l'intellectuel dans ce cadre-là? Elle est de plus en plus remplacée par celle de l'expert innovateur, producteur de savoir brevetable international world class. Bon. Et on pourrait ajouter aussi de l'expert médiatique, qui est souvent la même personne. Donc, une logique qui a contaminé non seulement le champ de la science, mais aussi les humanités et même la philosophie. Quand on ne ferme pas tout simplement ces disciplines, on s'assure que les gens qui y sont eux-mêmes entrent dans cette logique qui est celle, au fond, du positivisme généralisé, c'est-à-dire il faut développer des connaissances qui vont servir à du problem-solving immédiat en évacuant tous les questionnements éthiques, philosophiques ou même esthétiques au profit d'une adaptation de la connaissance aux besoins de la technico-économie. Or, comme le disait Husserl, une science de fait ne fera jamais qu'une humanité de fait. Et c'est peut-être pourquoi, si on regarde concrètement qu'est-ce que ça donne comme résultat des universités world class et des professeurs world class, qu'est-ce que ça fait? Encore une fois, on ne peut pas analyser ça en le séparant de l'évolution de l'économie. Bien, on en a parlé un petit peu, je pense que Maxime en a parlé hier, au risque de répéter, c'est que là, ce qu'on voit, c'est des gens travailler dans l'intelligence artificielle, la robotique, les technologies NBIC, donc nano, bio, info, cogno, et c'est concrètement que l'université a les deux mains dans la 4e révolution industrielle. Donc, c'est-à-dire que la rectrice de McGill, d'ailleurs, est très enthousiaste devant cette 4e révolution industrielle de la robotique, qui va d'abord priver des millions de gens de leur emploi, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, parce qu'au fond, derrière ça, il y a des choses beaucoup plus inquiétantes qui se profilent à l'horizon, qui soulèvent des questionnements éthiques et philosophiques extrêmement profonds. Si vous prenez le dernier ouvrage de Bernard Bourgeois, qui s'appelle « Penser l'histoire avec Hegel au présent », juste avant son décès, donc le grand hegelien Bernard Bourgeois disait les 2 prochains défis que devra affronter l'humanité dans les prochaines décennies, c'est la crise écologique, bien sûr, et l'autre, c'est la post-humanité. La post-humanité, donc, c'est tout le défi biotechnologique et la tentative dans la bioéconomie, pour parler comme l'OCDE, de fusionner l'humain et la machine en développant donc robotique, intelligence artificielle, biotech,
Alors, l'université, au lieu de faire une critique de ces choses-là, a les deux mains dedans. Hein? C'est sûr qu'on a déjà vu ça quand Jean Charest s'est vu offrir les clés de l'université par Guy Breton, qui a dit « on veut mettre l'Université de Montréal au service du plan Nord ». Hein? C'était très clair que si l'université a les deux mains dans les mines du plan Nord, ben, elle n'a pas la critique facile parce qu'elle est partie prenante de la destruction qui s'opère, la destruction écologique qui s'opère là-bas. Et puis, bon. Mais imaginons maintenant que l'université a les deux mains dans la robotique et la post-humanité, une des plus grandes menaces qui pèsent pour le genre humain. Elle n'est pas capable d'en faire la critique parce que c'est à elle qu'on demande de produire les avancées dans ce domaine, alors qu'elle devrait être en train de questionner ce que ces mutations vont faire non seulement à l'emploi, comme je l'ai dit, mais plus gravement à la vie, la culture et la sensibilité. Alors, c'est sûr que Google désire fortement la post-humanité, mais je ne suis pas certain que ce soit l'intérêt des universitaires et des professeurs que de la désirer aussi ardemment que Google. Donc, éthiquement, je termine, le rôle des... J'ai fini, finalement, j'ai réussi à finir, c'est bien, en allant très vite, presque aussi vite que le collègue d'hier. Donc, éthiquement, le rôle des universitaires n'est pas de collaborer à nourrir de manière irréfléchie ces mutations, mais d'interroger leur sens à partir d'une compréhension profonde de notre rapport à l'être et au monde, compris, comme le dirait Platon, comme cosmos. Il faut bien que je plug Platon. Prof de philo, quand même. Platon. Ouais. Donc, il y a une urgence de réenraciner l'université dans la vie concrète des communautés humaines et de reconstruire son autonomie à l'égard de la technico-économie et de repenser le rôle des professeurs dans une perspective qui soit plus fidèle à l'idéal universitaire, notamment humboldtien dont on a parlé hier, plutôt que de déterminer internationalement, par la recherche du prestige de classe mondiale, ce que doivent être les universités, ce qui n'est que le paravent de leur grave soumission à des transformations technico-économiques qui nous font entrer dans la barbarie. Donc, la question sur laquelle je vous laisse, c'est comment proposer ou réinstituer, pour parler comme Pierre Dardot, un modèle de l'identité du professeur et de l'intellectuel qui respecte la liberté académique et où le professeur ou la professeure ne serait pas asservi aux injonctions du marché mondial, world class et tout ce pataclan de l'enseignement supérieur, ni à l'université néolibérale globalisée commerciale, mais un professeur qui serait d'abord fidèle au patrimoine de la connaissance et à la recherche libre. Voilà la question devant laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire tout simplement comment continuer à assumer la mission de la transmission de la connaissance, de l'enseignement et la recherche, alors que par le détour de l'internationalisation, ce n'est qu'un premier pas pour détruire ces deux missions-là et réduire le professeur à simplement quelqu'un qui va répondre à du problem solving pour des choses extrêmement barbares. Voilà.